Le Pearl Harbor du début du siècle, c'est Port Arthur. En éclairant l'Europe sur le péril jaune, la victoire japonaise sur la flotte russe fait naître, au-delà de la Grande Muraille de Chine, l'idée d'un mouvement anti-impérialiste. Handicapé par les très lourdes indemnités qui lui furent imposées après la révolte des Boxers, l'Empire du Milieu dépend essentiellement de l'Europe, maître de son économie, et les États-Unis qui, sans occuper ces territoires, tablent sur des fonctionnaires prévaricateurs et l'oligarchie pour maintenir un système moyenâgeux, source de profits importants. À Pékin, comme à Nankin, un manœuvre gagne 40 centimes par jour, la Chine n'ayant pas, comme les grandes puissances, pris le tournant du XXe siècle. À l'étranger, où ils vont s'instruire, les jeunes intellectuels chinois découvrent le retard de leur empire. Mais la mécanisation spectaculaire qu'ils constatent partout les surprend moins que l'inaptitude de leur armée. Dans la plupart des provinces, elle date de Marco Polo. Dès lors, la question se pose. Comment relever le défi européen ? De plus, leurs parents, victimes de la guerre de l'opium, restent attachés à leurs habitudes. Et les étudiants chinois se demandent si leurs sœurs, à qui on rogne les pieds, ressembleront un jour aux suffragettes américaines qui, déjà au début du siècle, luttent pour conquérir leurs droits. L'Amérique, qui en 1903 a signé un traité commercial avec la Chine, n'a jamais cherché à comprendre ce pays. Et Wall Street ne s'inquiète pas lorsque le docteur Sun Yat-sen crée le Kuomintang, qui compte dans ses rangs l'étudiant Mao Tse-tung et qui provoqua en 1912 la chute de la dynastie mandchoue. L'élection de Guang Chekai à la présidence de la République sera suivie 4 ans plus tard de la révolte des généraux. Mais les États-Unis n'interviennent pas dans ces événements. Le président Theodore Roosevelt maintenant la politique de la porte ouverte, instrument de tout commerce avec la Chine. En 19, la Chine, qui 2 ans plus tôt s'était rangée aux côtés des Alliés, se dresse contre le traité de Versailles, qui n'a pas aboli les traités inégaux et ne lui a pas permis de récupérer les territoires occupés par les Japonais. En 21, c'est la création du Parti communiste chinois. En 25, c'est la Révolution nationale. La mort de Sun Yat-sen, survenue la même année, met en vedette le général Chiang Kai-shek. Dès lors, les États-Unis et l'Europe vont compter les coups. Ce fut d'abord la campagne de l'armée nationale révolutionnaire qui, sous le commandement de Chiang Kai-shek, défait les troupes du Nord et du Sud avant d'occuper Hankéou, Shanghai et Nankin. Puis, la rupture entre nationalistes et communistes. Alors, l'Américain Frank Kellogg affirme la sympathie de son pays à l'égard des nationalistes en maintenant le principe de non-intervention des USA dans les affaires intérieures chinoises. Et l'on va voir que celles-ci frôlèrent l'anarchie. Pour protéger les verrous des routes commerciales, autrement dit leurs concessions, la France et l'Angleterre acheminent d'importants contingents pour garantir Shanghai, Canton et Hankéou. Il s'agissait également de préserver les ressortissants étrangers de la guerre civile, et les barbelés ne laissèrent passer qu'au compte-gouttes les civils chinois pris de panique devant les événements. Les succès de Chiang Kai-shek aboutissent à la réunification de la Chine. Son gouvernement est reconnu par les USA, mais il ne pourra pas amorcer le développement économique qu'il espère. Car dès 1931, le Japon envahit la Mandchourie et l'érige en Mandchoukuo indépendant sous l'autorité de Puyi, dernier empereur mandchou. La SDN adopte le rapport Lytton sur la non-reconnaissance par les États-Unis des territoires conquis par la force. Alors les Japonais quittent Genève, bien décidés à envahir la Chine, de nouveau en guerre contre les communistes. Rejetés dans la clandestinité depuis 1927, les communistes, sous la direction de Mao Tse-tung et de Chou En-lai, se sont organisés dans le sud-est en une république soviétique chinoise. Attaqués par les nationalistes,
ils décident de se réfugier dans le nord. C'est la longue marche qui, entre octobre 34 et octobre 35, verra mourir un tiers de ces 100 000 hommes qui forment un microcosme de la Chine actuelle. Un an plus tard, Chiang Kai-shek tombera dans un guet-apens. Arrêté, il ne devra son avenir qu'à l'accord que les nationalistes acceptent de signer avec les communistes pour lutter contre les Japonais. Le Japon, qui a signé avec l'Allemagne le pacte anti-Comintern, décide d'envahir la Chine, dont le nouveau gouvernement est trop faible pour s'opposer à une offensive d'envergure. En juillet 1937, Shanghai, Paris de l'Extrême-Orient, paradis des aventuriers et des commerçants, est soumis au pilonnage de l'aviation nippone et de la flotte de l'amiral Itsumo. Le président Franklin Roosevelt attend. Dès 1934, il a rétabli des relations avec l'URSS pour répondre à l'expansion japonaise. Entre deux câbles du Pentagone, il pêche à la ligne. En 1937, la loi américaine Cash and Carry oblige tout belligérant à payer immédiatement et à transporter lui-même ses commandes d'armes. Le Japon a des devises suffisantes, la Chine, beaucoup moins riche, doit limiter ses achats et, malgré l'appui de la Russie, se contenter d'opérations de guérilla. Résultat, les Japonais s'emparent en quelques mois des ports, des grandes villes et des voies de communication chinoises. Mais pour aider une Chine affaiblie par les intrigues et pour intensifier son effort de guerre, les États-Unis chargent cependant les généraux Stilwell et Hurley d'appuyer Chiang Kai-shek. Peine perdue, les Chinois étant désormais divisés. Un gouvernement dissident organisé à Nankin traite avec les Japonais. Dès lors, il ne restera qu'une lutte sans espoir aux nationalistes de Chiang Kai-shek et aux communistes de Mao Tse-tung pour s'opposer au Japon. Il ne restera aux femmes de Chine qu'à pleurer leur mort. Vainqueurs, les Japonais espèrent étouffer définitivement Chiang Kai-shek en coupant son ravitaillement au risque de conséquences redoutables. En octobre 1941, le général Tojo, Premier ministre du Japon, proposera aux États-Unis un modus vivendi concernant l'Extrême-Orient. Roosevelt le rejettera. En décembre, ce sera l'attaque de Pearl Harbor, aussi soudaine que celle de Port Arthur. Pourquoi ? Parce que les Japonais pensaient que les Américains se décourageraient devant l'ampleur des sacrifices exigés par une reconquête. Ce fut leur erreur, mais aussi l'ultime espoir d'une Chine qui, sauvée par les victoires américaines du Pacifique, deviendra cette Chine nouvelle dont nous évoquons l'histoire dans notre prochain magazine. 8 mois après Pearl Harbor, les Américains débarquaient à Guadalcanal. 3 ans seront nécessaires aux troupes de MacArthur pour atteindre le Japon. Pourtant, dès novembre 1943, la conférence du Caire promettait à Chiang Kai-shek l'indépendance de la Corée et la récupération de Formose. Puis, ce fut Hiroshima et Nagasaki et la capitulation du Japon. La paix retrouvée, Chiang Kai-shek mise sur la dictature militaire pour relever la Chine. Avec réalisme, Mao Tse-tung et Zhou Enlai sauront exploiter la misère pour organiser la révolution. Le général Marshall est alors chargé par Washington de remodeler l'armée nationaliste et d'intégrer les communistes à la politique de Chiang Kai-shek, à qui les USA conservent leur confiance. Mais l'aide économique que les États-Unis accordent à la Chine ne parvient pas à convaincre les masses qui redoutent le retour des injustices d'avant-guerre et qui se dressent déjà contre les ambitions de Chiang Kai-shek. En 1946, c'est le début d'une deuxième guerre civile, guerre de libération comme l'appellent les communistes. Mao sait qu'il peut en Mandchourie compter avec les troupes de Li Biao qui en 1948 déferleront sur la Chine du Nord puis occuperont en moins d'1 an le reste du pays.
Malgré l'aide militaire américaine, les forces du Kuomintang ne peuvent s'opposer au raz-de-marée communiste. Devant le danger, les nationalistes demandent aux quatre grands d'intervenir comme médiateurs. Leur refus est suivi très rapidement par la chute de Pékin, de Nankin et de Shanghai, où la révolution commence par l'évacuation des ressortissants étrangers. Elle se poursuivra au fil des jours par l'exode et la panique, tableau traditionnel des défaites, et par l'exécution des pilleurs qui, lorsqu'ils sont pris, font connaissance avec une justice terriblement expéditive. Le drapeau rouge flottant sur les anciennes concessions fut pour les partisans de Chiang Kai-shek le signal d'un exode dramatique. Le 1er octobre 1949, c'est la revanche de la longue marche de 1935. À Pékin, Mao est acclamé. Demain, Chiang Kai-shek le sera à Formose, où il s'est réfugié avec l'appareil militaire et politique nationaliste. Les débuts de la République populaire chinoise, qui a désormais pour responsable Mao Tse-tung, un fils de paysan, et Zhou Enlai, un petit-fils de marin, ne seront pas faciles. La semi-anarchie qui avait régné jusqu'en 1949 dans les régions contrôlées par les nationalistes s'était trouvée aggravée par la pénurie et une vertigineuse inflation. Mao trouve à Moscou 300 millions de dollars pour remettre la Chine sur des rails nouveaux lorsqu'en 1950 éclate la guerre de Corée. À l'intervention des volontaires chinois auprès des Coréens du Nord, les Nations Unies répondront par l'envoi de volontaires appartenant à 15 nations. Le général MacArthur réclamera à la Maison-Blanche les mains libres pour détruire les bases de ravitaillement installées en territoire chinois, mais le président Truman refusera par crainte de voir se déclencher une nouvelle guerre mondiale. Ce sera pour le vice-président Nixon l'occasion de se rendre compte du vrai caractère de la lutte engagée par le monde libre. Que serait-il arrivé si, après la guerre de Corée, les États-Unis n'avaient pas organisé le blocus économique de la Chine et formé une alliance avec Chiang Kai-shek en faisant de Formose un protectorat américain? Il n'y a hélas pas de réponse. Comme s'il voulait imposer le rôle de la Chine sur le plan international, Mao entend désormais servir d'exemple aux pays socialistes. C'est en 1957 son discours des 100 fleurs. Aux artistes et aux écrivains, je dis que 100 fleurs s'épanouissent. Aux scientifiques, je dis que 100 écoles rivalisent. Mais tout en affirmant que la Chine est aux côtés des prolétaires de tous les pays, il affirme également qu'il appartient à chacun de faire sa propre révolution. Les Russes, qui dénonçaient à l'époque le culte de la personnalité, ont-ils vu des intentions d'indépendance dans cette prise de position? C'est vraisemblable. En tout état de cause, Moscou ralentit son assistance économique. Et pour la Chine, le grand bond en avant de l'agriculture et de l'industrie s'achève par une catastrophe économique. En 1958, les relations sino-soviétiques deviennent de plus en plus tendues. À Pékin, Khrouchtchev ose déclarer « La guerre impérialiste n'est pas inévitable » et il se fait l'avocat d'une coexistence pacifique avec l'Amérique. Le voyage aux États-Unis du premier soviétique est un coup dur porté aux Chinois. En apprenant que Moscou et Washington pourraient trouver une solution aux problèmes internationaux, Pékin accuse Khrouchtchev de trahir le marxisme-léninisme et la révolution mondiale. Dès lors, Pékin réaffirme sa volonté de récupérer Formose et les îles côtières de Quemoy et Matsu. Pratiquant vis-à-vis du bloc communiste une politique indépendante, la Chine lance une offensive contre le Tibet qui devait précéder celle dirigée contre le Cachemire.
Le drapeau rouge flottant sur le toit du monde, Pékin cherche dès lors à le déployer sur Cuba, comme sur l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, si bien que le monde découvre peu à peu les véritables ambitions de la Chine. En 1965, le président Johnson décide de l'intervention des troupes américaines au Vietnam. Pékin annonce que la Chine est prête à intervenir si Ho Chi Minh le demande. Mais Mao déclare que son pays n'entrerait en guerre contre les USA que s'il est directement attaqué. Dès lors vont se dérouler des événements qui éclaireront singulièrement l'attitude de la Chine en politique étrangère. Départ des Américains du Sud-Vietnam, révision des traités inégaux avec la Russie, rejet de toute influence étrangère à Formose et en Corée. Telles sont les grandes lignes de la révolution chinoise. En 1965, Lin Piao va même jusqu'à préconiser l'encerclement des villes que représentent à l'échelle planétaire l'Amérique du Nord et l'Europe par les campagnes que sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Le pouvoir est au bout du fusil et en 1970, Mao lance un appel au peuple du monde à s'unir contre l'impérialisme américain. Or, il est écouté, car il est le chef d'une superpuissance, la Chine possédant elle aussi, et depuis plusieurs années, la bombe atomique. Les Chinois n'ont guère fait parler d'eux depuis leur admission aux Nations Unies. Ils sont, jusqu'à présent, restés sur leur position, comme ils le firent au cours des 130 réunions d'ambassadeurs qui se sont tenues en 12 ans à Varsovie et à Genève. Si le président Nixon s'est efforcé de rétablir des relations avec la Chine et a obtenu de rencontrer Mao Tse-tung, c'est sûrement à la suite des démarches de son conseiller spécial Henry Kissinger. C'est peut-être aussi parce que les Chinois ont de vieilles obsessions. Depuis 2000 ans, les Japonais sont à leur porte et ils ont exploité et ravagé la Chine pendant des siècles. Sans doute n'y a-t-il pas actuellement de danger, mais pourquoi Mao et Zhou Enlai ne souhaiteraient-ils pas freiner un militarisme qu'ils redoutent? Après 25 ans d'isolement, la Chine est un pays pauvre. Malgré les images de propagande qu'elle diffuse dans le monde pour s'attirer les sympathies, il y a trop de rivalité entre les gardes rouges, les cadres du parti et l'armée pour que l'empire du dragon qui dort ait pu surmonter ses crises intérieures. Les grands généraux de l'ancienne Chine ont souvent vaincu par leur intelligence. Pékin appelle cela l'intransigeance sur les principes et la souplesse d'application. On pourrait dire que le voyage du président Nixon en est la plus récente illustration si la Chine ne comptait pas autant d'inconnus. De l'album de voyage qu'ils ont rapporté de Chine, Richard et Pat Nixon retiendront moins le souvenir du détachement féminin rouge que celui de la Grande Muraille. Face à ce symbole, depuis plus de 2 millénaires d'un superbe isolement, Richard devait retrouver les gestes de Marco Polo. Rien du moins ne saurait prouver le contraire. À Pékin, la neige, tombée tout exprès, faisait la preuve que les Nixon étaient les premiers à pénétrer dans la cité interdite. Mais ce sont moins les proportions de l'ancien palais impérial que les morts en habits de jade récemment découverts qui ont étonné les Nixon. De tout temps, le jade a été une pierre bénéfique. Mais à l'époque des royaumes combattants, on s'en servit comme linceul, chaque plaque étant reliée à l'autre par des fils d'or. Ces armures mortuaires, qui à l'époque de la dynastie Han servaient de sarcophages, sont certainement la découverte la plus extraordinaire depuis celle de l'Égypte. Et si l'on en juge par l'intérêt manifesté par le couple Nixon pour les sculptures Ming, il n'est pas interdit de penser qu'il y aura un jour un salon chinois à la Maison-Blanche.